Merci à vous. Mes chers amis de Nice, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ma chère Marine Le Pen, mes chers compatriotes de tout le pays, de la métropole et de nos territoires d'outre-mer. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas dit votre dernier mot. C'était il y a quelques mois à peine. Une longue bataille électorale s'achevait. Pendant toute cette période, vous avez été au rendez-vous. Vous avez répondu présent chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque tour de vote, chaque fois qu'il le fallait. Et par votre présence nombreuse aujourd'hui, ici, sous le soleil, sous les nuages de Nice, vous démontrez une chose, mes amis. Vous n'êtes pas un peuple que l'on peut décourager. Je ne saurais vous dire à quel point je vous suis reconnaissant. Je ne peux remonter à cheval sans vous dire merci. Merci d'avoir été là. Merci d'être toujours là. Merci de continuer à croire que rien n'est jamais perdu pour notre pays, la France. Alors bien sûr, j'aurais aimé me présenter devant vous aujourd'hui en Premier ministre, mettant en œuvre en ce moment même notre projet de redressement, mais les circonstances de l'histoire en ont décidé autrement. En premier lieu, je suis venu ici aujourd'hui à Nice avec Marine pour vous demander de ne jamais douter. Cette année 2024 aura été une grande année de victoire et de succès. Ensemble, nous avons tant accompli et dans un temps si court. Alors, mes très chers amis, ne laissez jamais les commentateurs médiatiques rabaisser ce que nous avons construit. La vague qui nous a portés va continuer de grandir, je vous en fais la promesse. Françaises, Français, le combat continue. Et j'ose le dire, c'est ici et maintenant que tout commence. Mais je vous aime aussi et je vous remercie d'être encore là. Si nous avons battu un à un de nouveaux records et franchi de nouveaux paliers, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre mobilisation sans faille et c'est grâce à votre détermination. Le 9 juin 2024, lors des élections européennes, vous avez été plus de 7 millions de Français à choisir le bulletin Rassemblement national et avec plus de 30% des voix, nous avons réalisé un résultat sans précédent. De meetings en foire, de marchés en plateau de télévision, vous avez été de tous les fronts. Votre mobilisation inédite dans ces élections européennes a forcé la main du président de la République. Nous réclamions un retour aux urnes, nous l'avons obtenu. En 2 ans, en 2 petites années, en 24 mois à peine, rendez-vous compte que nous sommes passés de 6 à 126 députés. J'y vois là la marque de votre travail, mais j'y vois aussi le signe d'insoumission d'une nation qui n'a pas dit son dernier mot. Lors des élections législatives, vous avez été près de 11 millions à voter pour le Rassemblement national et ses alliés, soit plus que n'importe quelle autre formation politique.
L'alliance que nous avons constituée avec Éric Ciotti, dont je tiens à saluer ici le courage, a fait tomber les murs d'un vieux monde. Et nous allons, mes chers amis, continuer ensemble à marcher main dans la main, car rien ne peut arrêter un peuple qui s'est remis à espérer. Ces derniers mois ont constitué un véritable tournant dont il ne faut pas sous-estimer la fertilité politique. Ce tournant est la promesse d'un renouveau qu'il nous appartient désormais de bâtir et de porter. Devenir le premier parti de France en nombre de voix, grâce à vous, nous l'avons fait. Devenir la première délégation du Parlement européen, grâce à vous, nous l'avons fait. Devenir le premier parti à l'Assemblée nationale en nombre de députés, grâce à Marine et grâce à vous, nous l'avons fait. Remporter demain la mère des batailles pour redresser le pays, grâce à vous, nous le ferons. Dans ces mois de débats et de campagnes intenses, éreintantes, nous avons intéressé les Français à la politique en les respectant, en respectant leur intelligence, en parlant de leur quotidien et par-dessus tout, en parlant de la France. Si le taux de participation aux européennes comme aux législatives a été historique, ou des Français qui avaient boudé les urnes ont décidé d'y revenir, j'ai la faiblesse de penser que c'est quand même un peu grâce à nous. Nous voulons redonner à tous les Français le goût et la fierté de participer à la vie démocratique, de s'impliquer, de s'engager, de porter fièrement nos couleurs et notre drapeau tricolore. Si nous sommes différents des autres, c'est aussi par notre refus des marchandages qui auront déshonoré ceux qui s'y sont adonnés en cherchant à détourner le sens même du vote. Pour éclairer les Français sur le désordre institutionnel sans précédent qui se dresse sous nos yeux depuis la rentrée, il me faut quelques instants revenir sur le second tour des élections législatives et sur cette grande clarification à laquelle nous avons assisté. Je veux bien sûr parler de ces alliances contre nature entre le parti présidentiel et l'extrême gauche, à cette alliance périlleuse entre messieurs Mélenchon et Macron. Au soir du premier tour des élections législatives, vous vous en souvenez, la France insoumise a retiré ses candidats en faveur de ceux de M. Attal. Et M. Attal a appelé à voter pour faire barrage au Rassemblement national, y compris avec des bulletins de vote de la France insoumise. Ne l'oubliez jamais, mes amis. Gabriel Attal, qui s'agite maintenant contre le danger de l'extrême gauche, a fait barrage aux patriotes et aux républicains sincères que nous sommes, en choisissant les candidats d'une mouvance sectaire, agressive et profondément anti-républicaine. Je n'oublierai jamais qu'à l'inverse, de l'autre côté, la France insoumise a retiré ses candidats dans tout le pays pour voler au secours des candidats macronistes. Ils ont appelé à faire élire M. Darmanin, lesté du plus effroyable bilan sécuritaire de la Ve République. Ils ont appelé à faire élire Mme Borne, conceptrice de la réforme des retraites, contre laquelle ils manifestaient quelques mois plus tôt. J'ai vu à l'Assemblée nationale, vous l'avez vu comme moi, le triste spectacle de ces députés LFI qui ont brandi leur carte d'électeur au moment du discours de politique générale de Michel Barnier. Ce qu'ils ont oublié de rappeler aux Français, c'est qu'avec ces mêmes cartes d'électeurs, ils ont voté Macron en 2017, Macron en 2022 et pour les candidats Macron en 2024. Le nouveau Front populaire est et restera l'assurance vie du macronisme. Et il l'a été à chaque fois que les macronistes l'ont exigé. En constituant ces alliances contre nature, le camp présidentiel et l'extrême gauche ne voulaient pas sauver la République, comme ils l'ont affirmé avec arrogance. Ils ont voulu effectivement se sauver eux-mêmes
Ils ont voulu et réussi pour une ultime fois, mes amis, à maintenir sous perfusion un projet de déconstruction de la France que nos compatriotes rejettent pourtant. Alors ils ont préféré plonger le pays dans le blocage, considérant qu'il y avait certains Français dont le vote était légitime, et d'autres, vous, qui seraient des citoyens de seconde zone, dont les sentiments et les convictions n'auraient pas la même valeur. Ce mépris est insupportable. Merci. Dans cette situation, mes amis, restons dignes. Soyons habiles et soyons responsables. Nous devons jouer avec les cartes que les Français nous ont données et nous en ressortirons grandis. La première chose que nous avons faite dès la rentrée, et c'était, à mon sens, une nécessité vitale pour le pays, empêcher que l'extrême gauche ne s'empare du pouvoir en accédant à Matignon. Empêcher le cauchemar d'un gouvernement dirigé par les amis de M. Mélenchon. Mes amis, imaginez une seule seconde M. Boyard à la justice, Rima Hassan aux affaires étrangères, Madame Rousseau au ministère de l'Intérieur en charge de votre sécurité, et bien sûr, Monsieur Delogu à l'Éducation nationale. Mes amis, ne prenons pas à la légère cet extrémisme de gauche. Ne baissons jamais la garde face à ces artisans du désordre. Outre les injures et les outrances dont ils sont coutumiers, il suffit de regarder leur programme, tout y est écrit noir sur blanc. Ces gens parlent toute la journée des droits et des libertés, mais veulent contraindre les Français à la déconsommation au nom d'une vision punitive de l'écologie. Ils veulent interdire les Français d'utiliser la voiture, veulent piétiner les champs de nos agriculteurs, veulent dicter leur métier aux chefs d'entreprise en les submergeant de contraintes supplémentaires. Ils prétendent taxer les riches pour financer le programme le plus dépensier de toute la Ve République, mais ils proposent en réalité, c'est écrit noir sur blanc encore une fois, de taxer votre travail et vos efforts. Ils veulent s'accaparer les fruits du travail de chaque Française et de chaque Français en taxant l'épargne salariale, la participation ou encore les heures supplémentaires. Ça va ? Parce que ce n'est pas terminé. Ils veulent sortir du nucléaire, l'un des héritages les plus précieux du génie français, hérité du général de Gaulle, parce qu'ils n'aiment ni l'innovation ni la science. Si une telle folie était appliquée, le prix de l'énergie exploserait à nouveau, immédiatement, pour les familles comme pour les entreprises. Ils ne respectent pas non plus votre droit à la propriété, pourtant inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisqu'ils veulent purement et simplement abolir la loi de lutte contre les squats. Ils ne respectent pas les victimes de l'insécurité, eux qui se tiennent systématiquement aux côtés des pires délinquants pour leur trouver en toutes circonstances des excuses atténuantes. Le modèle économique qu'ils prônent, c'est le Venezuela sans le pétrole, Cuba sans le soleil, celui de la décroissance qui mène à la baisse généralisée des salaires, aux pénuries et au chômage de masse. Le chemin sur lequel M. Mélenchon et ses amis veulent nous emmener est celui de la pauvreté et de la servitude. Enfin, mes amis, il n'y a rien de progressiste à salir la police et nos forces de l'ordre comme ils le font, à ouvrir grand les vannes de l'immigration comme ils le veulent, à pactiser avec l'islamisme comme ils s'en rendent chaque jour coupables. Nous avons en face de nous une gauche régressive
qui a fait de l'antisémitisme un argument électoral et des banlieues communautarisées son principal vivier d'électeurs. Demain, dans quelques heures, nous serons le 7 octobre 2024. Il y a un an, l'horreur frappa au Proche-Orient. L'islamisme le plus barbare a tué 1180 personnes, des innocents, des femmes, des enfants, des vieillards furent abattus lâchement et de sang-froid. En l'espace de quelques minutes, Israël vivait à la fois son 11 septembre et son Bataclan. 43 Français sont morts dans l'attentat du 7 octobre, le plus meurtrier depuis celui de Nice en juillet 2016, dont vous avez tous ici conservé le souvenir endeuillé. Pour commémorer cet odieux massacre, Jean-Luc Mélenchon n'a rien trouvé de mieux qu'appeler les étudiants de France à arborer des drapeaux palestiniens. Voilà où nous en sommes dans l'indécence. Par complaisance, peu de médias demandent des comptes aux gens de la France insoumise, dans leurs déclarations, dans leurs propos, dans leurs attitudes. Alors, puisque personne ne veut assumer ce combat de vérité, le Rassemblement national, lui, l'assumera. Parce que nous ne leur céderons rien. Nous restons le seul rempart face aux ennemis de la République française. Alors mes amis, face à l'extrême gauche, nous avons évité le pire pour la France et pour les Français. Mais cela ne veut pas dire pour autant soutenir le nouveau gouvernement constitué sous l'égide de M. Barnier. Jamais sous la Ve République, un gouvernement n'aura eu une légitimité démocratique et une assise électorale aussi faible. Les Français, il y a quelques mois à peine, ont voté pour le changement. Ils ont eu un remaniement d'un gouvernement Macron-LR. Nous sommes passés à un gouvernement LR-Macron. Quelle est cette démocratie dans laquelle, pour gouverner, il faut avoir perdu les élections? Quelle est la logique d'un système où le parti qui a fait 6% est chargé de former le gouvernement et où le parti qui a fait 36% est mis au banc simplement car ses idées ne plaisent pas aux gens qui ont fait 6%? Le macronisme prétendait au dépassement des clivages, vous vous en souvenez. Il n'est plus que l'attelage usé des contraires et des contradictions, le mariage impossible de tous les perdants électoraux. Quelle viabilité, mes amis, peut avoir un tel gouvernement? C'est la question que nous ont posée tous les Français depuis ce résultat du second tour. Ce gouvernement accueille en son sein un ministre de l'Intérieur qui parle d'ordre, de sécurité, de contrôle de l'immigration, et un nouveau ministre de la Justice, ancien député socialiste, capable d'affirmer, je cite, que le laxisme de la justice n'existe pas. Quelle est la cohérence? Quelle crédibilité accorder au nouveau ministre de l'économie qui remercie M. Le Maire, son prédécesseur, parti désormais en Suisse, et affirme « Je mesure la chance d'hériter d'un tel bilan » et qui, le lendemain, déclare que la France a le pire déficit de son histoire. Alors, mes chers compatriotes, on ne changera pas la politique et avec elle le destin de la France en conservant au poste de décision ceux qui ont échoué et ceux qui ont raté. Pendant les élections législatives, vous allez devoir me supporter quelques minutes encore. Pendant les élections législatives, j'ai porté notre projet, un projet de redressement de la nation. Nous avons incarné avec Marine Le Pen, avec le Rassemblement national et ses alliés, la possibilité d'une politique différente, la promesse d'un ordre
et d'une stabilité retrouvée. Alors que le monde devient chaque jour plus imprévisible, plus éruptif, et que la France traverse une période de crise et de turbulence, nous avons besoin de cette stabilité, de cette clarté, de cette volonté et d'un cap clair. Dans ce temps des périls, nous avons le devoir d'être utiles aux Français. Car oui, nous sommes désormais incontournables et rien ne peut se faire sans vous ou contre vous. Dans le laps de temps qui nous sépare d'une possible nouvelle élection, notre rôle est d'obtenir le maximum de ce que l'on peut obtenir pour les Français et pour l'intérêt général. Les urgences et les défis que la France doit affronter, nous les avons portés en 2024 et nous allons continuer de le faire dans les prochains mois. Il y a d'abord, Marine en a parlé, la crise des finances de l'État. La France n'a jamais connu un tel niveau de dette publique, de record de déficit. Ceux qui ont passé leur temps à donner des leçons de bonne gestion sont en réalité les comptables d'un État désormais en faillite. Pendant les élections législatives, vous vous en souvenez, je proposais la mise en place d'un grand audit des finances publiques pour faire toute la lumière sur les comptes de l'État et surtout sur l'utilisation de votre argent. Nous avions alors en tête la phrase du résistant Marc Bloch, qui disait « Notre peuple mérite qu'on se fie à lui et qu'on le mette dans la confidence ». Je souhaitais que les Français disposent de toutes les informations sur le dérapage budgétaire inouï que connaît notre nation. Comment oublier les remarques d'alors? Pour dire les choses plus simplement, tous les experts nous ont rayonnés, vous vous en souvenez. Souvenez-vous, tous nous disaient qu'il s'agissait d'une manœuvre, une manipulation de notre part pour gagner du temps, que nous disposions déjà de tous les chiffres qui étaient accessibles et qui étaient publics sur Internet. On nous disait, regardez ces idiots du Rassemblement national qui ne comprennent rien à l'économie, qui ne comprennent rien au budget de l'État. Voilà ce qu'on pouvait, en gros, entendre et ce qu'on pouvait lire dans les journaux. Les mêmes experts, 3 mois plus tard, nous disent que la situation est inédite et incompréhensible. Avant, il pouvait s'écouler quelques années avant que nos détracteurs reconnaissent la pertinence de nos analyses. Maintenant, quelques semaines à peine suffisent, à tel point que le Premier ministre lui-même, en arrivant, a demandé un audit des finances publiques. Que de temps perdu. Dans cette crise, mes amis, il y a eu, et c'est le moins que l'on puisse dire, une insincérité. Et je n'ai pas peur de l'affirmer, une dissimulation délibérée de l'état réel de nos finances. Il y a, en tout cas, et c'est une certitude, une incompétence profonde et des défaillances généralisées qui plombent aujourd'hui l'avenir de tout un pays et accessoirement des générations qui viennent. Quand il s'agit de l'argent public, de l'argent du contribuable français, de l'argent de ceux qui bossent, il est interdit de se montrer aussi imprudent. J'en suis conscient et nous le savons, on ne résoudra pas le sujet si essentiel de la dette par un empilement ininterrompu de taxes, d'impôts sur la France du travail, dans un pays qui détient déjà le record mondial des prélèvements obligatoires. Dans ce domaine, nous avons des propositions et puisque le Premier ministre est prêt à écouter tout le monde selon ses termes, alors je l'invite à nous écouter. Il faut assainir notre modèle et baisser les mauvaises dépenses de l'État. Dans un premier temps, il faut avoir le courage de briser un tabou, celui de l'immigration de guichet social, qui pèse d'un poids inédit sur les finances de la nation. Je me suis rendu récemment au Danemark, à la rencontre de nos alliés, Parlement européen, mais aussi de membres du gouvernement qui sont pourtant socialistes. Les Danois ont pris conscience d'une chose, leur système de protection sociale disparaîtra sous les abus et la défiance s'il est ouvert à la terre entière. Ils ont bien compris que la générosité de leur modèle était un appel d'air pour l'immigration subie. Alors, avec beaucoup de bon sens, les Danois ont drastiquement durci l'accès des étrangers aux aides sociales, comme nous le demandons en France. Le comble, mes amis, c'est que cette politique de fermeté est mise en œuvre au Danemark par un gouvernement de gauche, bien loin de la naïveté de la gauche française.
Il n'y a aucune raison, aucune, pour que les travailleurs français financent la protection sociale du monde entier. Réserver les aides sociales et les allocations familiales aux Français, aux citoyens français. Traiter les demandes d'asile en dehors de France. Restreindre les conditions d'accès au regroupement familial. C'est 10 milliards d'euros d'économies par an. Alors, Monsieur Barnier, voici une piste non négligeable d'économie. À ce sujet, le signal que rien ne changera n'a pas tardé à venir. On a eu le loisir de découvrir les premiers mots de la nouvelle ministre de la Santé, qui a pris la parole, première prise de parole publique, pour déclarer que jamais, jamais, le gouvernement ne toucherait à la gratuité des soins pour les étrangers en situation irrégulière, au moment même où des retraités renoncent à se soigner faute de moyens. Monsieur le Premier ministre, il y a aussi des aides au codéveloppement que la France accorde à toute une série de pays tiers et dont le montant total s'élève à 15 milliards d'euros par an. Il y a là des gisements d'argent public mal employés qui pourraient être utilisés différemment. Doit-on continuer à verser des centaines de millions d'euros d'aide au développement à l'Algérie, qui insulte la France en toute occasion et qui refuse de récupérer ses délinquants et ses criminels? Doit-on continuer à payer 200 millions d'euros d'aide à la Chine, deuxième puissance économique mondiale? Doit-on continuer, comme le fait l'Union européenne avec votre argent, de donner des milliards d'euros à la Turquie islamiste d'Erdogan, qui exerce du chantage à la migration aux portes de l'Europe? Je pense qu'on a la réponse. Doit-on continuer de contribuer autant et de façon nette chaque année à l'Union européenne quand nos voisins, à commencer par l'Allemagne, ont obtenu un rabais de leurs cotisations? Je pourrais parler aussi du millefeuille territorial et de ces dizaines d'agences d'État qui coûtent à notre pays des fortunes, souvent pour recaser d'ex-politiques défaits aux élections et qui doivent être rationalisées. La fraude sociale, mes amis, qu'un récent rapport chiffre à 13 milliards d'euros par an, est l'un des grands chantiers qui doit être mené de façon urgente, car la fraude sociale est un poison qui mine la confiance de tous les Français dans notre système social. Je n'ai rien entendu non plus, et je le déplore dans le discours de politique générale de Michel Barnier, qui puisse répondre aux urgences de la fin du mois et du pouvoir d'achat, à l'heure où la presse se fait l'écho ce week-end d'une possible augmentation des prix de l'électricité au début de l'année 2025. Rien non plus sur la nécessaire revalorisation des salaires, comme nous l'avions proposé, en exonérant de charges les hausses de rémunération. Enfin, sur la baisse de l'immigration et la lutte contre l'insécurité, là encore, je n'ai rien entendu dans le discours de politique générale de M. Barnier. Rien pour que les Français reprennent le contrôle de l'immigration, rien pour reconquérir la paix civile dans les quartiers. Certes, nous avons bien obtenu que M. Darmanin, le pire ministre de l'Intérieur de la Ve République, soit congédié, mais il faut désormais agir. J'ai entendu ces derniers jours, comme vous, le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, faire des diagnostics que nous étions ici, et jusqu'à présent, bien seuls à faire. Je l'ai entendu dire qu'il fallait briser l'hégémonie de la gauche sur le sujet de l'immigration et cette domination d'une minorité hurleuse qui confisque le débat. Il a entièrement raison. Mais face au record d'immigration et d'insécurité dans notre pays, face au déchaînement de violences qui frappent nos compatriotes et qui sont indignes d'un pays civilisé, il faut désormais joindre le geste à la parole et ne pas avoir la main qui tremble. Comment ne pas évoquer ici, dans les Alpes-Maritimes, le gendarme Éric Comines,
fauché par un chauffard multirécidiviste de nationalité étrangère. Je veux avoir une pensée pour ses collègues, pour ses proches, comme pour tous les policiers et gendarmes de France qui assurent la sécurité de nos concitoyens. Notre soutien à leur égard n'a jamais souffert de la moindre ambiguïté. Nous nous souvenons des propos de la veuve du gendarme Éric Comines. Souvenez-vous-en, la France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Depuis trop longtemps, la France a toléré, a cédé et a tout accepté. Nos dirigeants ont laissé penser que l'on pouvait venir chez nous et se comporter tel un barbare en totale impunité. Comment ne pas évoquer plus récemment le destin tragique de la jeune Philippine qui a ému la France entière. La vie de cette jeune étudiante de 19 ans, de cette jeune catholique investie chez les scouts, qui lui a été volée par un migrant récidiviste qui n'aurait jamais dû être sur le sol de la République française. En votre nom à tous, mes amis, je veux transmettre mes condoléances à sa famille, endeuillée par la perte d'un être cher. Je le dis solennellement au nouveau gouvernement qui dirige la France. Philippine est la nouvelle victime du laxisme judiciaire et du désordre migratoire. Philippine est la victime de l'inaction et des dysfonctionnements de l'État. Elle est la victime du refus de voir la réalité en face, la victime de ses somnambules, la victime d'un aveuglement, la victime du refus d'agir. Je le dis solennellement au nouveau gouvernement qui dirige la France et qui semble parfois avoir la décence d'écouter. Nos compatriotes sont en colère et ils n'ont plus le temps de se payer de mots. Les mesures que nous défendons depuis longtemps doivent être appliquées sans tarder. L'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers par le rétablissement de la double peine. Le contrôle renforcé de nos frontières nationales et européennes pour reprendre la maîtrise de notre politique d'immigration. La fin de l'excuse de minorité et l'application de peines judiciaires fermes et sans aménagement. Voilà les conditions d'un sursaut sécuritaire et pénal. Mes amis, ces mesures n'ont rien d'extrême ou d'irraisonnable. Ces mesures relèvent du bon sens et nous allons, avec nos députés à l'Assemblée nationale, les proposer. Alors, j'invite chaque Française et chaque Français à exiger de son député, quelle que soit son étiquette politique, quelle que soit son appartenance, à voter en faveur de ces propositions nécessaires pour protéger nos concitoyens. Reprendre le contrôle, mes amis, c'est aussi changer nos règles, dont certaines sont défaillantes. J'ai entendu ces derniers jours les polémiques stériles sur l'état de droit. Quand la loi protège nos libertés fondamentales, quand elle garantit le bon exercice de la démocratie, l'état de droit doit être sanctuarisé. Personne ne remet en cause ce corpus de droits et de règles qui garantit en théorie à la société ses fondations les plus solides. Mais l'état de droit, c'est aussi la possibilité de changer le droit dans l'État lorsque celui-ci dysfonctionne. Quand la loi protège les droits du criminel au détriment des victimes, quand la loi protège les clandestins qui violent nos lois, quand la loi rend la République impuissante face à l'immigration de masse et face à l'insécurité, alors nous assumons de dire que oui, il faut changer nos règles et changer nos lois. Laissez-moi vous donner deux exemples récents de ces dérives inacceptables. Ils ont été esquissés tout à l'heure. Le premier, c'est la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui accorde le statut de réfugié
à toute femme afghane qui le souhaiterait, soit potentiellement 20 millions d'individus. Autre exemple, quand le Conseil d'État, qui est censé statuer au nom du peuple français, accorde le statut de réfugié à un Algérien condamné chez nous pour violences sexuelles sur mineurs, est-ce l'état de droit ou bien un détournement du droit français? Contester les deux exemples que je viens de citer n'est pas remettre en cause l'état de droit, c'est remettre en cause la toute-puissance de certains juges et de certains carcans qui remettent la sécurité du peuple français dans le plus grand danger. Le droit français ne doit pas être une arme dirigée contre nous-mêmes. Il ne doit pas être instrumentalisé contre notre sécurité et notre identité. Il ne doit pas être le leitmotiv pour ne jamais rien faire. Le droit français, la loi de la République française doit être au service exclusif du peuple français et il ne peut en être autrement. Il en va de notre cohésion nationale, de la pérennité de la nation française. C'est là le rôle de la représentation nationale aussi, de l'ensemble des députés, de faire respecter la volonté du peuple français dans le domaine de l'immigration, de la sécurité comme dans l'ensemble des domaines. Cette République du bon sens, des valeurs, du respect, cette République de l'intérêt général, nous la défendions pendant les élections législatives. C'était le cœur même de notre projet et il n'a pas pris une ride. Bien sûr, il y aurait encore tant à dire sur l'actualité, sur le redressement de l'école qui est nécessaire, de nos services de santé, sur les nécessités de déverrouiller les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance et sur l'appareil productif. Tout cela nous a été empêché, il nous a été empêché de le mettre en œuvre. Mais je vous demande d'avoir confiance et je vous demande de rester mobilisés. Parce que notre victoire n'a pas été annulée, elle n'a été que différée. Michel Barnier s'est beaucoup attardé sur la nécessité de réintégrer la notion de respect dans l'action politique. Je partage cette ambition. Nous entendons faire advenir cette République du respect, la République du respect du vote des Français, de tous les Français, quels qu'ils soient, et de leur expression dans les urnes. La République du respect de l'autorité, des symboles de l'État et de ses représentants. La République du respect de nos forces de l'ordre, de nos soignants et de nos professeurs qui doivent être soutenus sans réserve. La République du respect de l'unité nationale et de la laïcité face à la déferlante communautariste et face aux assauts de l'idéologie islamiste. La République du respect de l'argent des contribuables français gagné à la sueur de leur front. Mes chers compatriotes, pendant ces longs mois de campagne, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous. Sur les routes de France, aux quatre coins du pays, j'ai rencontré des milliers de compatriotes qui m'ont confié leurs doutes, leur colère, mais par-dessus tout leur espérance. J'ai vu des Français de toutes conditions, de toute origine, qui avaient en commun un amour et une passion immodérée pour la France. Je n'ai pas vu de Français résignés, prêts à baisser les bras ou à rendre les armes. J'ai vu des Français impatients. J'ai vu des Français impatients que la France retrouve son rang et son prestige dans le monde. J'ai vu des Français impatients que l'autorité de l'État soit restaurée. J'ai vu des Français impatients que les valeurs soient enfin remises à l'endroit dans un pays qui marche sur la tête et dans le bon sens. J'ai vu des Français impatients que la classe politique retrouve sa dignité, sa hauteur et le sens de l'intérêt général. Mes chers compatriotes, je sais votre impatience devant l'état de la France. Croyez-moi, je partage ce sentiment d'urgence. Et depuis le premier jour de mon engagement politique, celui-ci ne m'a jamais quitté. Devant la dégradation inédite des finances de la nation, devant le spectacle triste de la vie politique française, devant les records d'insécurité, devant les difficultés de plus en plus probantes à vivre de son travail, j'ai la même impatience à gouverner, à exercer le pouvoir et à agir. La même soif de changement que vous tous.
Les nouvelles batailles électorales viendront, et elles viendront très vite. Les moments de vérité ne sont plus très loin. Ces moments qui permettent enfin d'y voir clair et de faire coïncider la politique avec les attentes profondes du peuple de France. La recomposition est peut-être un peu plus lente que nous pouvions l'espérer, mais elle est à l'œuvre, elle s'accélère, et le temps du pouvoir n'est plus très loin. Il n'est pas loin le temps où nous rendrons sa souveraineté au peuple et sa fierté à tous les enfants de France. Mes chers compatriotes, ne désespérez pas, n'abandonnez pas, soyez plus motivés que jamais. Le Rassemblement national, mes amis, l'ensemble de ses élus, de ses cadres, de ses adhérents, de ses électeurs n'ont changé ni d'ambition, ni d'objectif. Nous préparons la grande alternance qui permettra le redressement du pays. Tous ensemble, nous incarnons cet espoir français qui sera la réponse aux peurs, au chaos et à l'immobilisme. Plus que jamais, mes amis, soyez mobilisés. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre patriotisme, j'ai besoin de votre ferveur, j'ai besoin de votre détermination. Mes chers compatriotes, nous serons là, je serai là, pour vous et avec vous, jusqu'au bout. Alors plus que jamais, soyez Français, soyez fiers d'être Français et soyez prêts jusqu'à la victoire. Vive la République et vive la France! Qu'un sang impur abreuve vos sillons. Les filles et fils de France sont appelés à se lever pour engager le redressement du pays. Il n'y aura pas, mes amis, d'autres défenseurs de notre chère patrie que vous. Il n'y aura pas de reconquête de la souveraineté française sans vous. Il n'y aura pas de meilleur garant de votre sécurité. Une nation unie et décidée, qu'une nation protectrice pour ses enfants. Amis nationaux, l'élection présidentielle de 2022 est de celle-là. Et parce que nous n'avons pas le droit de la perdre, nous allons la gagner. Vous savez que c'est d'abord à vous qu'il appartient de rendre possible ce rendez-vous avec la France.